RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialectique. Toujours un plaisir de vous retrouver en ce vendredi 13h en direct sur les ondes de RCN 90.7. Alors aujourd'hui, dans Dialectique, nous allons parler d'immigration, du projet de loi immigration. Quelle trajectoire offre-t-il pour la France ? Alors, on parle parfois de migrants, de demandeurs d'asile, de déplacés, d'apatrides, de réfugiés. Il y a plusieurs termes et il y a plusieurs réalités derrière ces termes, surtout des êtres humains. Et pour décrypter un peu tout ça, j'ai le plaisir d'avoir par téléphone Tania Rachaud, qui est consultante chargée de projet pour Desinfox Migration et aussi docteur en droit européen et chercheuse associée à l'université Paris-Saclay. Bonjour Tania. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Philippe Guerquin, délégué au Secours catholique des Hauts-de-Lorraine. Bonjour Philippe. Bonjour. Je vous laisse parler bien proche du micro, Philippe, pour que les auditeurs puissent vous entendre. Et enfin, Denis Poisson, qui est vice-président de Citoyenneté Active Lorraine. Bonjour Denis. Bonjour Lionel. Alors, tous les trois, on va essayer de comprendre un peu l'actualité, de savoir quelle est trajectoire cette loi, en tout cas ce projet de loi qui a été rejeté il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, offre pour la France, d'autant plus que le ministre de la Justice a dit vouloir retrouver d'autres voies pour pouvoir impulser ce projet-là. Je vais m'adresser d'abord à Tania Rachaud. De quoi parle-t-on quand on parle d'immigration ? Alors vous l'avez bien relevé au début, c'est vrai que derrière les questions de migration se cachent plein de réalités différentes. Alors on peut se dire peut-être qu'il y a l'immigration qui normalement est supposée être anticipée, organisée et donner lieu à des titres de séjour pour le travail, pour rejoindre la famille, parfois aussi pour des raisons de santé et l'asile qui lui est souvent en lien avec un exil forcé parce que quelqu'un fuit des persécutions de son pays et arrive donc dans un autre pays à qui il demande la protection, donc il devient demandeur d'asile et peut-être réfugié après. Donc il y a ces réalités et puis encore bien d'autres derrière la question d'émigration et effectivement le projet de loi a essayé de saisir un peu ces situations, même si c'est quand même beaucoup concentré sur les personnes en situation irrégulière, c'est-à-dire des personnes qui n'ont donc pas de titre de séjour, pas de statut de demandeur d'asile ni réfugié et qui sont donc sans documents. Alors, déjà pour définir un peu aussi, pour replacer pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous présenter Desinfox Migration ? J'aurais même dû commencer par ça. Oui, avec plaisir. Donc c'est une association de lutte contre la désinformation en matière de migration. Il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites en fait sur les migrations parce que c'est un sujet vaste, que c'est un sujet compliqué, mais qui aboutit aujourd'hui clairement à avoir une forme de réalité parallèle pour les personnalités politiques. Et on voit que dans le monde de la recherche, en fait, les études qui sont menées ne vont pas du tout dans le sens que proposent les projets de loi ou les réformes. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte de rendre plus visible, en fait, le travail des chercheurs qui s'intéressent aux migrations et de pouvoir en discuter avec des journalistes comme aujourd'hui. Alors j'ai pu lire que vous proposez une convention citoyenne sur l'immigration. On va y revenir un peu plus tard dans l'émission. Il y a des idées reçues, vous l'avez mentionné, c'est un peu la mission de votre organisme, c'est combattre ces idées reçues à travers des chiffres, des faits. On parle souvent de grands remplacements, on parle souvent d'immigrés qui viennent voler le travail des Français. On dit, certaines personnes disent, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On entend beaucoup de phrases de ce type et on aura le temps de les décrypter dans l'émission. Philippe Guerquin, au niveau du Secours catholique, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce projet de loi ? Nous estimons que ce projet de loi repose sur un certain nombre d'amalgames et qu'il véhicule des préjugés, comme vous l'avez dit, grands remplacements, etc., préjugés qui ne reposent sur aucune vérité scientifique. Et je suis d'ailleurs particulièrement frappé de constater que
au moment de l'épidémie de Covid, on a entendu des experts et des chercheurs s'exprimer sur les ondes pratiquement tous les jours. Il y a un sujet sur lequel on n'entend pas les chercheurs, c'est bien celui de l'immigration. Alors ça aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues, hein, même pour les punaises de lit. À un moment donné, ça a été imputé aux personnes qui arrivent sur le territoire français. Alors, ce dont il faut avoir conscience, c'est que la part des immigrés dans la population française est aujourd'hui de 13,6%. Et donc, on est sur une part qui est relativement faible, surtout si on la compare non seulement à ce qui se passe dans le monde, mais simplement à l'intérieur de l'Union européenne. La France est le 10e pays d'accueil au sein de l'Union européenne des immigrés. Et donc, on est très très loin du grand remplacement. Et aussi, parmi cette part d'immigrés-là, il y en a qui sont français aujourd'hui, hein, qui ont acquis la nationalité. Donc finalement, si on se concentre sur les étrangers, c'est à peu près 7,8% de la population française. La France a toujours été un pays d'immigration depuis longtemps. Et notamment, quand on se réfère à ce qui s'est passé depuis le début du XXe siècle, on voit qu'on a eu besoin vraiment de main-d'œuvre étrangère, et on continue à avoir aujourd'hui besoin de main-d'œuvre étrangère. Et si l'on parle des sans-papiers, mon rêve, ça serait d'avoir une grève aujourd'hui des sans-papiers. Parce qu'on s'apercevrait vraiment que l'économie française ne peut pas tourner sans eux. Denis Poisson, vous qui êtes vice-président de Citoyenneté Active Lorraine, quelle est votre position? Alors, pour rappeler, pour expliquer notre présence ici, c'est que Citoyenneté Active Lorraine s'est créée donc en 2015 à la suite des attentats qui ont été commis contre Charlie Hebdo, contre l'hypercachère, et où on s'est posé la question, et auprès de la préfecture qui nous a soutenus dans notre création d'ailleurs à l'époque, on s'est posé la question de mais qu'est-ce qu'on a raté dans les valeurs de la République, dans les valeurs que nous portons haut et fort de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, de droits de l'homme. À côté de quoi on est passé, qu'est-ce qu'on a raté dans la transmission pour en arriver à des situations extrêmes comme celle-là? Eh bien, alors, il est vrai que la difficulté aujourd'hui autour de cette loi immigration, c'est que on est dans une politisation de la question qui est extrêmement importante. Et bien au sein de Citoyenneté Active, je veux dire, toutes les sensibilités sont représentées, à part les extrêmes, je tiens quand même à le préciser, et que du coup, nous, c'est pas tant sous l'angle politicien que nous souhaitons regarder cette question-là, mais plutôt sous l'angle politique, c'est-à-dire Citoyenneté Active Lorraine. Et à la limite, je me dis qu'on pourrait se poser exactement la même question que celle qu'on s'est posée en 2015, mais qu'est-ce qu'on a raté pour qu'aujourd'hui, le pays qui se dit le pays des droits de l'homme, qui met en avant des valeurs humanistes et universalistes, mais qu'est-ce qu'on a raté pour aujourd'hui avoir et porter un tel regard sur ces questions d'immigration. Et ces questions d'immigration qu'il faudra d'ailleurs, mais je pense que ça sera réabordé au cours du débat, qu'il faut à mon sens regarder sous deux angles qui sont deux angles différents. Le premier qui est la question de l'accompagnement, de la prise en charge et de l'accompagnement des étrangers qui sont sur le sol français. Et puis une autre question qui est sans doute beaucoup plus large, mais on verra si on a l'occasion d'en discuter au cours de ce débat, qui est la question de la montée en puissance de l'immigration pour un certain nombre de raisons objectives sur lesquelles il faut aussi, à un moment ou à un autre, porter la réflexion. Alors on va préciser ces chiffres sur l'immigration. Il y a aussi quelques chiffres par rapport au sentiment qu'ont les Français, au ressenti par rapport à l'immigration. Alors quelques chiffres, selon un sondage IFOP et Le Figaro, l'affirmation, entre guillemets, on en fait plus pour les immigrés que pour les Français, a recueilli l'assentiment de 64% des sondés. En 2006, on était à seulement 40% de personnes qui pensaient qu'on en fait plus pour les immigrés que pour les Français. Une autre affirmation, accueillir des immigrés supplémentaires n'est pas souhaitable. Elle recueille l'adhésion de 71% des Français aujourd'hui, alors qu'en 2018, c'était 64%.
Donc il y a aussi peut-être des biais par rapport à la perception aussi du nombre d'immigrés présents sur le territoire. Et là, je donne la parole à Tania Rachaud sur ces chiffres-là. Est-ce que les Français, on se sent... alors, pour plusieurs raisons, peut-être à cause de certains discours politiques ou médiatiques, on se sent un peu submergé par l'immigration. Alors, vous avez raison, peut-être qu'il faut compléter avec le chiffre justement de la surestimation des étrangers en France. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est autour de 7% de personnes qui n'ont pas la nationalité française en France actuellement. Et environ 2,5 sur ces 7% sont des citoyens européens. Quand on demande aux Français combien estimez-vous qu'il y a d'étrangers en France, la réponse tourne en moyenne autour de 23%. C'est 15 points de plus et c'est énorme comme chiffre de différence. En Italie, c'est plus de 24 points. Alors c'est une étude qui date de 2018, mais qui démontre bien qu'il y a une surestimation. Alors pourquoi est-ce qu'on surestime? Pourquoi est-ce qu'il y a ce sentiment que les Français pensent qu'on s'occupe trop des questions de migration et pas assez finalement des autres questions? Et ça, je suis plutôt d'accord, d'ailleurs, moi aussi. Eh bien parce que c'est un sujet dont s'emparent facilement les politiques, parce que c'est un sujet qui marque finalement, qui permet de se démarquer vis-à-vis des autres positionnements politiques. Et c'est un sujet avec lequel on se démarque par l'utilisation d'émotions fortes, y compris le ministre de l'Intérieur qui le fait, en faisant peur, en les méchants, la colère. Être méchant avec les méchants, être gentil avec les gentils. Donc il y a ce lien entre immigration et délinquance. Immigration et criminalité, immigration et terrorisme, ça aussi c'est un lien qui existe. Oui, complètement, mais juste pour d'abord en finir sur la surestimation, donc cette idée d'utiliser des émotions fortes fait que les personnes adhèrent au discours, et c'est en fait comme ça aussi que fonctionne la désinformation de façon générale. Elle se propage mieux, elle est quand on fait peur à quelqu'un, on a envie, la personne a envie ensuite de croire au propos politique qui est donné. Donc finalement, c'est vraiment une instrumentalisation qui ensuite se répercute dans les médias, où il y a une surmédiatisation aussi des questions de migration par rapport à la réalité chiffrée, puisque finalement, à chaque fois qu'une personnalité politique s'exprime dessus, un journaliste politique, en toute logique, va venir faire un papier dessus, et donc on tourne un petit peu dans un cercle vicieux où les sujets restent les mêmes. Et c'est aussi vrai pour la question de la délinquance. Il y a eu un journal allemand qui a fait un essai de préciser systématiquement la nationalité des délinquants, y compris lorsque la nationalité était allemande. Et évidemment, on se rend bien compte que la majorité des délits, des crimes, des infractions sont commises par des nationaux. Simplement le fait de ne préciser que la nationalité lorsqu'une personne est étrangère, ça donne une vision aussi biaisée de ces questions de criminalité. Donc ça participe en fait à un sentiment parfois même de rejet par rapport à l'immigration, le fait que on nous précise, nous dans les médias français, absolument lorsqu'il y a un acte, lorsqu'il y a un crime ou un délit, on précise la nationalité de la personne en question. Ça aussi, pour vous, ça joue dans ce renforcement du sentiment de rejet face aux immigrés? Oui, bien sûr, on ne le précise pas lorsque c'est machin français a tué quelqu'un, on ne le dit pas. Si on le faisait, eh bien, on se rendrait compte que la criminalité est très majoritairement française. Et la solution, on ne peut pas proposer de déplacer les Français ailleurs. Donc ça ne résout pas les questions de criminalité de façon générale. Ce journal allemand avait fait un sondage avant et après ce test, de préciser toujours la nationalité quelle qu'elle soit. Et les lecteurs, avant, étaient plutôt proches des idées de l'extrême droite, avaient peur de l'immigration. Et après le sondage, ils étaient moins adhérents aux idées du parti d'extrême droite allemand, moins peur de l'immigration. Mais bon, le défaut, c'est qu'ils avaient juste peur. Ils se rendaient compte justement qu'on ne peut pas déplacer la criminalité pour y mettre fin, quoi. Voilà. Donc c'est juste une angoisse générale. Et ce lien-là aussi, est-ce qu'il est lié à la méconnaissance finalement des immigrés et puis à leur déshumanisation? C'est-à-dire que on se dit, on est en présence de personnes étrangères, ça peut changer le pays sur plusieurs aspects. C'est vrai que quand on demande, il y a eu une étude qui a été faite sur 6 grandes questions concernant les migrants, la majorité des Français avaient une bonne réponse sur 6 et se trompaient largement. Donc, est-ce que c'est pas aussi une question de méconnaissance du sujet?
Ah, mais c'est certain, moi je le pense. Et effectivement, l'utilisation de migrants de façon englobante ne fonctionne pas. Voilà, le migrant, c'est quelqu'un qui se déplace. Au bout d'un moment, il a arrêté de se déplacer. C'est quelqu'un d'autre. C'est une personne, finalement, quoi. Et donc, de toujours le situer sur migrant, ça pose des difficultés. Il y a eu un article, je crois que c'est dans 20 minutes, qui a été corrigé d'ailleurs, parce que c'était très gênant, qui disait une réfugiée ukrainienne aide un migrant... je crois qu'il était sénégalais ou quelque chose comme ça. Et donc, voilà, il y a aussi derrière la question du racisme, clairement. Hein. Pourquoi la différence est faite entre une réfugiée ukrainienne et une personne exilée, à minima, demandeuse d'asile peut-être, ou en tout cas pas forcément migrant. Et donc, effectivement, ça a été corrigé par la suite quand ça avait été relevé. Mais voilà, l'absence de précision derrière le mot migrant crée, je suis d'accord, une déshumanisation des personnes concernées. Et là, vous pointez du doigt quelque chose de très important aussi, hein, cette distinction par rapport aux origines et au regard qu'on va porter sur la personne qui immigre. Donc, réfugiée ukrainienne, migrant parce que venant d'Afrique. Et quand c'est dans l'autre sens, on parle aussi d'expatriés. Par exemple, nous, on a beaucoup de Français qui vont travailler au Luxembourg ou en Suisse pour des raisons économiques, hein, ce qu'on peut comprendre, mais on ne parle pas de migrants. Oui, mais on a des expatriés aussi ici. Hein. Peut-être qu'on ne les voit pas et que c'est pas les mêmes ou je sais pas. Mais effectivement, le terme expatrié peut tout à fait s'appliquer. Et puis d'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'émigrés qui sont des immigrés ailleurs. Il y a 2,5 millions de Français qui sont ailleurs et qui sont des immigrés dans d'autres pays. Mais oui, la nuance, elle est importante. Il faut vraiment appliquer les bons termes systématiquement. Parce que expatrié, finalement, c'est sortir de sa patrie. Donc, aller ailleurs, on pourrait appliquer ça aux Africains qui arrivent. Philippe Guerquin, est-ce que vous pouvez rebondir sur ce qu'on est en train de dire là ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'abord, il est vrai qu'on parle de personnes sans vraiment les connaître. Et qu'en les connaissant, on voit toute leur richesse, tout leur talent qui s'expriment, d'où ils viennent d'ailleurs. Et quand on voit le parcours de certains exilés, le parcours migratoire s'entend, on peut se dire que ce courage dont ils ont témoigné, ils vont le mettre à profit en France. Nous, c'est vrai que ici, sur des chiffres pour l'Europe, avant la Première Guerre mondiale, les migrants, globalement, hein, c'était 5% de la population du globe. Et tout au long du 19e siècle, 50 millions d'Européens, hein, soit 12% de la population européenne, a immigré. 50 millions d'Européens qui ont fui la famine, la pauvreté pour tenter leur chance aux Amériques, hein, aux États-Unis, au Canada, en Argentine, au Brésil. Et aujourd'hui, il n'y a que 3% de la population mondiale qui émigre. Pour revenir un peu sur le territoire lorrain et nancéen, Denis Poisson, est-ce que vous sentez ici, sur notre territoire, avec, de par votre association, une hostilité par rapport aux migrants, ou est-ce qu'au contraire, vous constatez plutôt un accueil favorable ? Je ferai la part des choses. Tout dépend d'où on parle. C'est-à-dire que, quand vous disiez, je voulais rebondir aussi sur ce qui était dit tout à l'heure, notamment sur ce sondage fait auprès des Français, sur leur estimation de la population immigrée. Et je pense que là, alors c'est vrai que Tania Rachaud a bien fait d'attirer l'attention sur la sémantique et sur les termes utilisés. L'exemple que vous donniez sur réfugiés ukrainiens qui s'occupent de migrants africains ou je ne sais plus quelle nationalité, peu importe. Et je pense que la surestimation des Français dans le sondage dont vous avez parlé tout à l'heure est peut-être aussi liée à le fait d'assimiler des étrangers de deuxième ou troisième génération à la population immigrée. Et que, du coup, et vous le disiez dans votre première question à Philippe tout à l'heure, qui était le fait qu'un certain nombre de personnes considérées comme immigrées, en fait, sont des personnes qui ont la nationalité française. Donc je pense qu'il y a une confusion là qui est plus liée, et Tania Rachaud le disait tout à l'heure, à des questions liées à une vision un peu raciste des choses, disons les choses comme elles sont. Alors, si vous posez la question ici sur le local, la particularité, c'est que nous, dans les différentes actions qu'on a pu mener au sein de Citoyenneté Active, on travaille avec les personnes qui accompagnent et qui prennent en charge ces immigrés. Et que donc, du coup, naturellement,
le regard qui est posé sur eux est un regard tout à fait bienveillant. Avec, y compris les mineurs. Hein. Ah oui. Alors oui, je précise que nous travaillons avec les 4 grosses structures qui, notamment sur le sud Meurthe-et-Mosellan, prennent en charge les immigrés, les personnes migrantes, mineures et majeures. Donc pour les mineurs, essentiellement, le foyer de l'enfance, le réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle, qui fait le premier accueil d'urgence des migrants mineurs arrivant sur le territoire. Et puis l'association Réalise, qui prend ensuite le relais sur ces mineurs, voire même éventuellement un certain nombre de jeunes majeurs qui, pour des raisons d'insertion, etc., pour lesquels le conseil départemental accepte de prolonger leur séjour, en tout cas de prolonger leur prise en charge plutôt au-delà de la date fatidique des 18 ans, pour leur permettre de terminer un parcours scolaire, d'apprentissage ou des choses de ce genre. Et puis donc les 2 grosses structures qui s'occupent des migrants majeurs, c'est-à-dire ARS, l'association de réinsertion sociale, et puis Arelia, voilà, qui sont les 2 grosses structures. Mais on ne travaille pas seulement avec eux, on travaille également avec toutes les associations, enfin avec toutes, non pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne pense, avec un certain nombre d'associations bénévoles, plus ou moins institutionnelles, et qui accompagnent également ces jeunes-là, soit en appui des institutions dont je viens de parler, soit en relais de ces institutions-là, lorsque des jeunes majeurs se retrouvent à la rue ou à qui on ne délivre pas d'autorisation de séjour ou autre via la préfecture. Et on peut en citer quelques-unes, si les principales qui sont avec nous autour de la table. Je pense à la Ligue des droits de l'homme, je pense à Médecins du Monde, évidemment, qui ont une action extrêmement importante auprès de ces publics du côté de la santé. On parle d'un toit pour les migrants, de RSF, etc. Enfin, il y en a plein d'autres. Et puis la CIMAD aussi qu'on a reçu la ici. CIMAD également. Plein d'autres petites associations aussi qui sont plus ciblées dans leurs actions, mais qui viennent en appui également. Je pense à Antigone de Lars, par exemple, pour les problèmes de prostitution. Je pense à Libertel pour la lutte contre les excisions et la situation des violences faites aux femmes, donc y compris naturellement les femmes immigrées, dont les parcours, je rejoins ce que disait Philippe tout à l'heure, sont souvent des parcours avec des événements dramatiques et des traumatismes très forts. Je pense même à Equinox qui travaille avec les personnes LGBT. Il ne faut pas oublier quand même qu'un certain nombre de personnes qui nous arrivent, notamment des pays d'Afrique noire, sont en danger de mort à cause de leur homosexualité, à cause de leur orientation sexuelle, etc. Alors, je veux bien que ça soit marginal, mais en même temps, voilà, c'est aussi, et il faut savoir aussi que ça peut être un argument pour obtenir un titre séjour au titre de l'OFPRA, dans la mesure où des personnes peuvent être en danger de mort dans leur pays à cause de leur orientation sexuelle, par exemple. Donc voilà, il y a énormément de projets, il y a énormément d'acteurs qui se mobilisent. Alors, quand vous me posez la question de savoir si dans nos régions, Grand Est ou plus spécifiquement, parce que nous on intervient plus spécifiquement sur Meurthe-et-Moselle Sud, même si on s'appelle Citoyenneté Active Lorraine, j'étais en Rathionville avec des mineurs non accompagnés, pas plus tard qu'avant-hier, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais donc du coup, moi je ne peux pas répondre en termes de population globale. Moi je ne peux que répondre au titre de l'ensemble des partenaires qui sont avec nous autour de la table et qui eux ont naturellement non seulement un accueil bienveillant, mais qui en même temps, puisqu'on est là aujourd'hui pour parler entre autres du projet de loi immigration, sont vent debout évidemment contre un certain nombre de dispositions de ces articles-là qui vont encore plus compliquer un travail qui, croyez-le bien, n'est déjà aujourd'hui pas simple du tout. Alors on va y revenir sur la nécessité ou pas d'avoir cette loi-là, en quoi elle va stigmatiser ou pas encore plus les immigrés. Mais avant, on va s'octroyer une petite pause musicale avec un immigré hyper talentueux qui s'appelle Tikenja Fakoli et son morceau Africain à Paris. 13h, 14h, Dialectique sur RCN,
Lionel Courchinou. Et on est en direct sur RCN 90.7. On vient d'écouter le morceau de l'immigré Tikenja Fakoly, africain à Paris, qui raconte un peu son périple. Donc on parle aujourd'hui du projet de loi immigration. Quelle trajectoire offre-t-il à la France? Donc je rappelle pour ceux qui nous rejoignent qu'on est au téléphone avec Tania Rachaud, qui est consultante chargée de projet pour Desinfox Migration, Philippe Guerquin, délégué au Secours catholique des Hauts-de-Lorraine, et Denis Poisson, vice-président de Citoyenneté Active Lorraine. Alors, quelques chiffres pour poursuivre ce débat sont des chiffres donnés par la CIMAD. Alors, il date de 2021, il y avait plus de 400 000 personnes selon eux qui étaient toujours sans papier, sans être régularisées. Et en France, il y a 35 000 communes. Donc ça veut dire que si on dispatche ces personnes, ça fait 11 migrants par commune, ce qui n'est pas de l'ordre encore du grand remplacement. Tania Rachaud, justement, concernant ces questions de perception, de précision et de désinformation, vous proposez une convention citoyenne sur cette question-là de l'immigration. Oui, alors c'est un collectif de quelques citoyens qui a été vraiment à l'initiative de la Convention citoyenne sur la migration, de sa proposition, des citoyens qui travaillent beaucoup dans les questions d'intégration aux réfugiés, d'intégration professionnelle, notamment l'association The Waivers à Lyon ou le Réchaud à Paris. Et donc nous, on s'est rattachés à ce mouvement parce que effectivement l'idée nous semblait intéressante, dans l'idée de se dire que d'une part, on remettait un peu la question de la migration aux mains des citoyens. Et on pouvait peut-être observer, on pourrait peut-être observer ce qu'il en ressort, c'est-à-dire autre chose que des questions d'ordre sécuritaire ou de restriction, comme les proposent les projets de loi, et d'autre part des propositions qui auraient été éclairées par des experts qui auraient pu, je ne sais pas comment le formuler parce que on ne sait pas si ça va arriver, qui auraient pu donc venir éclairer les citoyens qui participent à la Convention citoyenne, mais aussi nous on avait pensé que ça pourrait être aussi des moments médiatiques plus larges, c'est-à-dire que les experts qui viennent pour les 150 citoyens tirés au sort pourraient aussi peut-être en profiter pour s'exprimer plus largement et donc venir débattre d'autres choses que ce qui nous est régulièrement proposé, à savoir comment éloigner ou comment restreindre l'aide médicale d'État, y a-t-il un appel d'air, voilà, de sortir un peu de ces questions. Les quotas de migration, c'est des questions quand même qui sont cycliques, hein. On parle de la migration de la même façon depuis des dizaines d'années, depuis que le FN est monté en puissance, les autres partis politiques s'en sont saisis. Et donc, et concrètement, on n'évolue pas du tout sur le sujet. Et ça, c'est quand même inquiétant. Les quotas de migration, par exemple, c'est revenu sur le devant de la scène avec le projet de loi, alors qu'il y a plus de 10 ans, il y a eu un rapport de la droite qui a dit que si l'objectif c'est de faire cesser les flux migratoires, ça ne fonctionnera pas. Donc, quel est l'intérêt d'en reparler ? Vous avez parlé de choses importantes, on va y venir rapidement, notamment la remise en question de l'AME, cette solution qui prône toujours l'éloignement, et aussi la question portée par le RN qui a pris le devant des débats politiques et médiatiques, cette question de la subversion migratoire, le mythe aussi de l'attractivité de la France et de cette loi qui ferait finalement un appel d'air. Comment vous commentez cela ? Alors, sur la submersion migratoire, peut-être pour commencer par là, ou peut-être plutôt sur la théorie de l'appel d'air, parce que c'est plus logique dans le passage. Donc l'idée de l'appel d'air, c'est la politique d'accueil en France, si tant est qu'elle existe, donc qui propose une couverture médicale, l'aide médicale d'État pour les personnes en situation irrégulière, ou le fait qu'il y ait un regroupement familial qui existe, serait attractif et serait des raisons du coup de venir en France. Mais ça, c'est complètement faux, puisque la raison pour laquelle des personnes partent de leur pays se trouve dans leur pays d'origine. On ne part pas en se disant qu'on va bénéficier de l'aide médicale d'État en France. C'est assez incroyable de pouvoir même le dire. Et surtout, le chemin de l'exil, particulièrement quand c'est un exil, un déplacement forcé, s'anticipe très peu, et donc on ne sait pas forcément où on va atterrir, et c'est surtout les passeurs finalement qui prennent ce type de décision au fur et à mesure du trajet. Et ce qui revient à la deuxième question, la submersion migratoire, parce que
sur l'aide médicale d'État, typiquement, ça n'a pas rendu plus attractive la France. En fait, il n'y a aucune étude qui arrive à dire que parce qu'il y a l'aide médicale d'État, des personnes étrangères viennent en France. Ce qu'on peut constater en revanche, c'est que la France ne prend pas sa part dans les questions d'accueil des personnes étrangères pour rejoindre cette idée-là de on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. La suite de la phrase, c'est mais on peut en prendre sa part. Oui, la France doit prendre sa part. Voilà, exactement. Et François Héran, qui est un démographe, a calculé la part en estimant qu'elle serait autour de quand même 17% si on se fondait sur le produit intérieur brut de la France. Or, la réalité est qu'on a accueilli, je crois, 3% des Ukrainiens qui sont venus sur le territoire français fin 2022. Donc les chiffres sont peut-être actualisés, mais de pas beaucoup, quoi. Fin 2022, il devait y avoir déjà 6 millions, voire 7 millions d'Ukrainiens en Europe. Et en la France, on avait accueilli 120 000. Alors qu'on leur avait ouvert l'allocation aux demandeurs d'asile, l'hébergement, etc. Les Syriens, c'était autour de 4%. Enfin voilà, la France n'était pas du tout le lieu de destination pour ces personnes exilées. Donc la submersion migratoire semble assez difficile à justifier. Enfin, ça n'est pas réel concrètement dans les chiffres en France. Philippe Guerquin, tout à l'heure vous avez mentionné le fait que s'il y avait une grève des sans-papiers, on se retrouverait bien embêté parce qu'on sait dans les métiers dits en tension, notamment en région parisienne, on retrouve parfois dans certaines cuisines des sans-papiers. On pointe souvent aussi du doigt les aspects négatifs de l'immigration, comme si, au final, il n'y avait pas de richesse derrière ces personnes. D'ailleurs, Tania Rachaud l'a souligné à travers la phrase de Rocard, toute la misère du monde, et non pas, on ne voit pas ces personnes comme étant des forces vives ou comme étant des richesses humaines et culturelles. Est-ce que ça aussi, c'est une question pour vous qui est importante, la réflexion sur l'humanité, finalement, à mettre derrière ce terme et ces chiffres, ce terme de migrant? Est-ce qu'on n'oublie pas l'être humain? Absolument. Je voudrais dire d'abord que personne ne migre sans raison majeure. On ne quitte pas sa famille, sa culture, son histoire, ses racines, sans avoir une raison absolument existentielle. Et donc, il faut déjà prendre en compte ce phénomène. Deuxième chose, il faut prendre en compte aussi le fait que lorsqu'on regarde les migrations internationales, on voit qu'à peu près 70% des migrants migrent à proximité de leur pays d'origine. Et on l'a bien vu avec les Syriens. Les Syriens ne se trouvent pas en Europe, ils se trouvent en Jordanie, au Liban et en Turquie. Et donc, là aussi, il faudrait peut-être rétablir quelques vérités. Sur les sans-papiers, moi je constate de façon générale, et pas seulement d'ailleurs pour des personnes qui n'ont pas droit au séjour, que la première motivation des étrangers, quelle que soit leur origine, leur première motivation, c'est de pouvoir travailler. Et de pouvoir vivre en autonomie avec leur famille, sans dépendre de qui que ce soit. Et ce qu'ils veulent avant tout, c'est qu'on les accompagne pour qu'ils trouvent des employeurs, étant entendu que on a l'impression que ce sont les plus pauvres et les moins diplômés qui arrivent chez nous, alors qu'au contraire, pour migrer, il faut avoir des moyens, et pas seulement des moyens économiques, mais aussi des moyens intellectuels. Et donc, ce sont des personnes qui le plus souvent sont immédiatement employables et pour lesquels on ne cesse de poser des barrières pour qu'ils ne puissent pas s'intégrer. Il y avait ce fameux article 3, pour revenir sur le projet de loi porté par Gérard Darmanin, qui finalement poussait les personnes en situation de volonté, en tout cas de régularisation, d'être liées à un travail ou à un patron. C'est-à-dire de voir l'obtention de sa régularisation parce qu'on a un travail ou parce qu'on a un patron. Donc, c'est-à-dire qu'on veut aussi, on cherche des talents d'ailleurs dans les métiers dits
en tension, hein, ça ressemble un peu à ce que Sarkozy proposait avec cette question d'immigration choisie, c'est-à-dire on va choisir parmi les immigrés ce qu'on veut. Et on a aussi parlé de ces questions des passeurs, finalement. Il y a un vrai commerce derrière tout ça. Entre 2000 et 2016, c'est presque 16 milliards d'euros qui ont été empochés par les passeurs. C'est à peu près 20 000 euros pour monter, par exemple, à l'avant d'un camion et avoir une seconde chance de passage en cas d'échec. Et on compte près de 25 000 personnes mortes ou disparues en essayant d'atteindre l'Europe depuis les années 2000. Est-ce que ce sont des chiffres éloquents pour vous, Denis Poisson ? Si vous continuez sur la question de l'humanité des choses, je pense que ce que vous venez de dire suffit à répondre à votre question. Moi, j'irai un petit peu plus loin que ce que disait Philippe Guerquin tout à l'heure, à savoir que sur les qualités des personnes, là, on est, à mon avis, plutôt sur les personnes migrantes majeures. Qui effectivement arrivent et qui sont souvent des personnes diplômées, etc. Après, la difficulté, c'est le sous-emploi en termes de qualification par rapport à ce qu'ils pourraient nous apporter, etc. Même si on sait que dans les hôpitaux, etc., pas mal de médecins, chirurgiens, etc., sont de nationalité étrangère et encore heureux qu'on les a à nos côtés. C'est peut-être un petit peu différent pour ce qui concerne les mineurs. Et c'est ce que disent les structures qui les prennent en charge ici, mais comme je vous le disais en off tout à l'heure, moi j'ai pendant 15 ans dirigé le foyer de l'enfance d'un département limitrophe et où des mineurs non accompagnés, je crois que j'ai dû en voir passer entre 6 ou 7 000 dans mon établissement. Et donc du coup, pour dire qu'effectivement, il y avait des délinquants dans le tas, bien sûr, mais de façon extrêmement marginale, mais que la plupart étaient, et là je rejoins Philippe, étaient dans une volonté farouche de trouver un emploi, de pouvoir s'installer, de pouvoir, j'allais dire, presque rembourser leurs dettes à leur pays d'accueil par leur investissement. Et ça se vérifiait. À savoir que, alors, ne croyons pas qu'ils venaient ici pour tous faire des études de médecine, d'ingénieur, etc. Non, pas du tout. Leur objectif, c'était d'être rapidement opérationnel, de pouvoir trouver rapidement du boulot. Et c'est vrai que, en lien avec l'éducation nationale, etc., l'objectif, c'était plutôt du côté des apprentissages, de rentrer en CFA, de rentrer dans des BTS ou les choses du genre. Et ce dont on se rendait compte, c'est que dès lors qu'ils entraient dans des structures d'enseignement professionnel, ils avaient une facilité à se trouver des employeurs qui était absolument spectaculaire. Dans les 6 mois, ils avaient trouvé un employeur en mécanique, en boulangerie, en qu'est-ce que je sais quoi. Et le gros problème, et qui se pose toujours aussi aujourd'hui, et ça revient à la question que vous abordiez tout à l'heure sur les métiers en tension, etc., c'est que le gros problème, c'est qu'une fois arrivés à la majorité, quand ils sont en apprentissage chez un employeur qui est entièrement satisfait, on a vu dans les journaux régulièrement, on a des situations de ce genre qui sont mises en avant, mais que dès lors où il n'y a pas de reconnaissance à la majorité, parce qu'il faut du temps, l'administration française, on sait, il n'y a pas que dans ce domaine-là, a besoin de temps, et que du coup, les personnes, les employeurs qui disent « mais je suis entièrement satisfait du travail que tu fournis », sauf que aujourd'hui, tu n'as plus de papier, parce que jusqu'à 18 ans, il y a des conventions avec l'éducation nationale, etc. Enfin, ils sont mineurs, donc ils sont sous la responsabilité du président ou de la présidente ici du conseil départemental. Après 18 ans, ça n'est plus le cas. Et il dit, mais si je te garde, c'est moi qui me trouve en situation irrégulière et qui peut être pénalisé. Et donc, du coup, un investissement, et ce qui est regrettable, vous parliez tout à l'heure de, je ne sais plus, 15, 25 milliards... 16 milliards, 16 milliards, depuis voilà, 2000. 16 milliards pour les passeurs. Et quand on voit les millions qui sont investis avec une volonté humaine évidente par les conseils départementaux pour prendre en charge les mineurs jusqu'à 18 ans, voire même un peu plus dans le cadre de contrats jeunes majeurs, et où tout cet investissement-là, eh bien, je veux dire, tombe à l'eau, si je puis dire, et on a l'impression d'avoir investi tout ça pour rien,
dès lors que cette dynamique d'inclusion, de volonté d'inclusion de ces jeunes sur le territoire et dans les métiers, etc., s'arrête brutalement. Et on se dit que si on parle Tania Rachaud parlait tout à l'heure de poids dans le PIB, etc., je veux dire, mais on a des pertes majeures. Pareil, on parlera sans doute à un moment de l'AME, mais vous citiez tout à l'heure pour les passeurs, 16 milliards. Parlons-en pour l'AME. 16 milliards pour les passeurs, 1 milliard d'AME sur... Et encore une fois, 1 milliard, c'est beaucoup de sous. Objectivement, et dans l'absolu, 1 milliard, c'est beaucoup de sous. Si on les renvoie et si on les met en perspective des 250 milliards d'euros dépensés en France pour les dépenses de santé, ça relativise les choses et ça montre que ce n'est pas si important que ça. Et c'est vrai que toutes les structures, et pareil, notamment les structures qui s'occupent, et on a travaillé au mois de septembre sur la santé des migrants avec toutes les structures, j'ai cité Médecins du Monde tout à l'heure, beaucoup de médecins généralistes aussi qui investissent fortement dans l'accompagnement de ces jeunes, sont évidemment vent debout contre ce projet de transformer l'AME en aide médicale d'urgence, qui va être un désastre. Je lisais récemment, j'en arrête là, je laisse la parole, mais je lisais récemment un rapport de la Défenseure des droits. Et qui faisait référence à l'Espagne, qui à un moment avait supprimé l'aide médicale d'État pour la remplacer dans l'aide médicale d'urgence. Vous connaissez le résultat. 22% de taux de mortalité, une augmentation de 22% du taux de mortalité dans ces populations. Et on peut l'expliquer par le fait que finalement, quelqu'un qui est malade, vaut mieux le soigner tout de suite parce que sinon il peut contaminer. Enfin, il y a plein d'aspects autour de ça. Oui, mais j'entendais encore hier à France Inter Claude Évin, ancien ministre de la Santé, mais personne ne comprend comment on peut envisager de prendre des mesures qui, encore une fois, rien de politique là-dedans, mais qui, humainement, économiquement, n'ont pas de sens. N'ont pas de sens objectivement, si ce n'est un sens politicien qui, encore une fois... électoral. Voilà. Bon, après, c'est une autre affaire. Mais humainement, c'est quand même terrible. En France, on est sur le droit du sol. Je veux dire, mais le droit du sol, c'est pas d'être 6 pieds sous terre. C'est d'être sur le sol et d'être reconnu comme tel. Et je rappelle encore une fois, et Tania Rachaud avait raison de le préciser tout à l'heure, Philippe Guerquin l'avait dit aussi, c'est que la France est loin en Europe d'être le premier pays envahi par les populations venant de l'extérieur. Et sachant que ça met aussi un cas de conscience, cette réforme, cette volonté de réforme de l'AME, un cas de conscience pour les médecins, parce que avec le serment d'Hippocrate, ils doivent soigner tout le monde sans exception. Donc si, avec cette aide d'urgence, si la personne n'a pas des douleurs aiguës ou n'est pas directement en danger de mort, mais qu'elle est quand même malade, là on lui dit non, ne soignez pas cette personne. Oui, après, c'est aussi compliqué parce que ça se limite pas à des choses comme ça. Je sais que nous, même pour les mineurs dont on avait la charge et qui, dès que la minorité était reconnue, avaient une couverture sociale, le CMU, etc., même avec la CMU, le nombre de personnels de santé qui refusaient de les accueillir était déjà une réalité. Donc ça aussi, il faut le relativiser. L'autre chose aussi, et j'en termine là, sur la question des métiers en tension, c'est que une des particularités, alors bon, on peut avoir l'avis qu'on veut sur cette facilité-là qui pourrait être donnée, facilité temporaire, je le rappelle, quand même, mais surtout aussi, il est question de renvoyer la responsabilité de ces régularisations temporaires à la volonté des préfets. Et que du coup, ça pose aussi la question de l'unicité territoriale, enfin l'indivisibilité de l'État, et que du coup, est-ce qu'on ne risque pas, avec une politique comme ça, c'est déjà un peu le cas actuellement, mais est-ce qu'on ne risque pas justement d'avoir des différences de traitement des situations d'un territoire à l'autre, alors que l'unité nationale voudrait que la prise en charge et la réponse qui est apportée devrait être unique sur l'ensemble du territoire. Alors, pour revenir un peu sur ce que contient ce texte pour nos auditeurs qui seraient passés à côté de son essence, c'est donc cette réforme de l'AME transformée en une aide médicale d'urgence, la perception aussi des allocations. Les étrangers en situation régulière devront attendre désormais 5 ans pour toucher certaines allocations.
par exemple les APL, alors qu'aujourd'hui il faut attendre 6 mois pour avoir les APL, en ayant cotisé, en ayant travaillé. La régularisation, donc on a parlé, des métiers en tension, l'expulsion des étrangers dangereux, la demande d'asile aussi, donc expulser les personnes sous OQTF, obligation de quitter le territoire français, le titre de séjour serait remis en question, le droit du sol et le rassemblement familial aussi. Ça aussi, c'était... Voilà, donc sur tout ça, Tania Rachaud, dans son essence même, est-ce que cette proposition de loi-là était nécessaire ou urgente aujourd'hui ? Loin de là. Le Conseil d'État qui donne un avis sur le projet de loi quand ça vient du gouvernement avant de le déposer au Parlement l'a dit en fait. Il dit début 2023 sur ce projet de loi que on manque d'appareils statistiques pour avoir une vision claire, on manque l'étude d'impact est insuffisante pour déterminer à quel degré il est nécessaire de revenir faire une loi. Sachant qu'en 2018, donc la précédente loi, le Conseil d'État disait qu'il n'y avait pas de recul sur la précédente loi de 2016. Donc l'utilité est vraiment pas du tout au rendez-vous. Sur l'éloignement, les outils existent déjà. Sur l'aide médicale d'État, le regroupement familial, c'est des ajouts des Sénats, donc c'était pas la volonté du gouvernement initialement. Sur la réforme du droit d'asile, donc moi je travaille aussi à la Cour nationale du droit d'asile, et donc c'est la fin de la collégialité. Est-ce qu'il y a une urgence aussi là-dessus ? On voit mal, et surtout en ce moment il y a un pacte au niveau de l'Union européenne qui est en train d'être débattu et négocié, qui va pas du tout dans le bon sens non plus, puisqu'il est question de créer des centres de tri aux frontières, mais qui devrait potentiellement être adopté en janvier et qui nécessitera de toute façon une nouvelle loi pour adapter les questions européennes au niveau national. Donc pourquoi est-ce qu'on a ce projet de loi aujourd'hui ? Moi j'avoue, en tant que juriste en tout cas, j'ai pas de réponse. Et il y a aussi un chiffre qui revient souvent, un chiffre que brandit les partis d'extrême droite, c'est 500 000 immigrés par an supplémentaires. Alors ce chiffre-là, il est biaisé, je vous laisse un peu nous l'expliquer. C'est vrai. C'est vrai. En fait, ils ont exagéré le chiffre qui est de 316 000 à peu près titres de séjour primo-arrivants. Donc ça veut dire que l'année dernière, en 2022, il y a eu environ 316 ou 20 000 premiers titres de séjour donnés au niveau de l'Union européenne. Donc ce serait au niveau de la France, pardon, excusez-moi. En France. Donc ce serait très exagéré de dire que c'est 500 000. Là où ils se sont trompés, c'est qu'ils ont rajouté les demandeurs d'asile qui donc sont en attente, et les titres de réfugiés, eux, sont déjà comptés dans les 316 000. Donc le chiffre réel et concret des primo-arrivants en France est aux alentours de 316 000. Là aussi, il faut dire que quand même, le gros de ces chiffres, c'est aussi l'immigration étudiante, qui est donc ponctuelle. C'est de mémoire environ 100 000 titres de séjour sur l'ensemble, donc qui sont distribués à des étudiants. Et ensuite, on arrive à l'immigration vie privée, vie familiale, qui est autour de 90 000, qui concerne toute une variété de situations très variables, puisqu'il y a aussi à l'intérieur de ces 90 000, le fameux regroupement familial qu'on veut restreindre encore plus, alors que pour l'instant, c'est 12 000 titres de séjour par an. Donc, c'est pas excessif. Enfin, bon, après, chacun en juge, quoi. Mais ça me paraît pas énorme. Et ensuite, il y a que 50 000 titres de séjour économiques. Donc, c'est pas, à notre sens, à 316 000, ça ne me paraît pas excessif si on le corrèle à la population française, ou comme vous l'avez fait tout à l'heure, si on s'intéresse à la distribution par commune, les chiffres sont pas excessifs. Oui, c'est vrai que c'est pas avec 11 migrants par commune qu'on va grand remplacer les Français. On a parlé tout à l'heure, Denis Poisson a parlé de ça aussi, ce lien avec la délinquance. Monsieur Poisson, vous avez dit que vous, dans votre carrière, vous avez connu autant de jeunes un peu agités, qui soient blancs, français, immigrés, que c'est un problème finalement qui touche tout le monde. Et pourtant, ça, c'est aussi l'un des arguments que pour citer encore Gérard Darmanin, méchant avec les méchants. Donc, ces méchants-là, de qui parle-t-on ? Est-ce que il y a une plus grande fermeté de la part de la justice quand on est immigré
ou pas? Est-ce que il y a une surreprésentation des immigrés ou descendants d'immigrés dans le milieu carcéral? Et pour quel type de faits sont-ils inculpés? Est-ce que c'est des crimes, des délits? Où est-ce qu'on se situe par rapport à tout ça? Tania Rachaud. Oh pardon, je savais pas que vous avez cité aussi. Mais oui, alors effectivement, il y a une surreprésentation des personnes étrangères condamnées. C'est-à-dire qu'elles sont environ 15%, alors qu'on est à 7% de population étrangère, comme on l'a dit, non français. Cela étant, il y a des études intéressantes d'économistes qui ont mis en avant le fait que il y a des biais tout au long du parcours pénal, il y a des discriminations. On peut commencer par le contrôle aux faciès, dont on entend parler régulièrement et qui est une réalité quand même, et qui implique aussi parfois que des personnes en groupe dans la rue qui sont dans des campements soient contrôlées en commun, et donc déjà ça peut augmenter les chiffres de toute façon. Et ensuite, dans cette étude des économistes, il est démontré que les personnes étrangères sont davantage condamnées que les personnes françaises, donc davantage reconnues coupables. Et lorsqu'elles sont condamnées à des peines de prison, en moyenne, c'est 22 jours de plus que des personnes françaises. Et donc là, il y a vraiment des biais à corriger qui peuvent expliquer donc la conséquence de la surreprésentation de la population étrangère en prison. Puis après, il y a aussi les situations de précarité, étrangères ou pas. Les situations de précarité entraînent davantage de délinquance. Et donc, les populations étrangères sont souvent sujettes aussi à des situations de grande précarité. D'ailleurs, la plupart des infractions sont quand même reliées à l'absence de permis de conduire, des faux papiers, ou des choses comme ça. Donc, on l'a dit, l'immigration, ça représente une composante importante aussi dans la croissance de la population, si on compte le solde naturel. La contribution des familles migrées à la fécondité représente près d'1/5 des naissances, même si cette contribution ne représente que 0,1 point d'indice conjoncturel de fécondité. Donc, l'immigration contribue aux naissances fortement, mais faiblement au taux de fécondité. La fécondité des immigrés, comme celle des natifs, elle est en baisse, tout simplement, même si elle reste légèrement supérieure. Et selon l'OCDE, la contribution de l'immigration serait de plus 1,2% du PIB en France, ce qui est pas mal, Philippe Guerquin. Oui, tout à fait. Moi, je constate que depuis 10 ans que nous accompagnons des exilés dans leur démarche d'obtention de droit au séjour, nous recevons des familles qui n'ont pas une composition familiale très différente des familles françaises. Et donc, le mythe d'immigrés avec 7 ou 8 enfants, nous ne le constatons pas sur le terrain. Par ailleurs, encore une fois, quand on parle de la contribution des immigrés au PIB, il faut prendre en compte le fait que, encore une fois, ils sont tous volontaires pour travailler. Et dès qu'ils sont admis au séjour, le lendemain, ils trouvent un boulot. Donc, de ce point de vue-là, la contribution au PIB est tout à fait significative. Je reviens là à une disposition du projet de loi qui est particulièrement choquante à mon sens, qui est celle de prévoir 5 ans de séjour régulier avant de pouvoir bénéficier des allocations, des APL ou des allocations familiales. 5 ans, c'est 5 ans pendant lesquels les personnes travaillent. Et s'ils travaillent, ils payent des cotisations sociales, ils payent des impôts. Et donc, je ne vois pas personnellement au nom de quoi on romprait l'égalité entre les citoyens, puisque payant des cotisations sociales et des impôts, ils contribuent évidemment à la richesse nationale. Et donc, c'est une disposition que je trouve particulièrement choquante. Et donc là, on parle bien d'ailleurs de personnes étant en séjour régulier, c'est-à-dire que cela fait 5 ans que ces personnes ont un titre de séjour et contribuent à la société.
et contribuent à la société non pas seulement, encore une fois, économiquement et matériellement, mais aussi humainement, parce qu'ils apportent leur différence et donc leur richesse. Et donc, il faut prendre en compte le fait que, avant d'avoir été en séjour régulier, ces personnes ont galéré pendant de nombreuses années en France. Et quand on parle de dispositions plus favorables pour les étrangers que pour les Français, je trouve ça particulièrement étonnant et choquant, parce que c'est mal connaître les droits dont disposent effectivement les populations étrangères. Quand on est sans papier, le seul droit qu'on peut avoir, c'est celui de l'AME. On en a parlé tout à l'heure, on voit bien quel danger il y aurait à supprimer l'AME, y compris pour la population française. Mais ces personnes ne perçoivent aucune autre aide. Ils n'ont d'ailleurs pas droit à avoir la moindre ressource. Et donc, avoir galéré de cette façon pendant des années montre aussi leur détermination. Et c'est avec ce mot qu'on va conclure cette émission, ce mot de détermination. Merci beaucoup à vous, Philippe Guerquin. Donc je rappelle que vous êtes délégué au Secours catholique des Hauts-de-Lorraine. Merci donc de vous être déplacé aujourd'hui et d'être venu sur notre plateau. Merci Denis Poisson. Je rappelle que vous êtes vice-président de Citoyenneté Active Lorraine. Et enfin, merci Tania Rachaud, donc consultante chargée de projet pour Desinfox Migration. Ce fut un plaisir d'avoir cette conversation aujourd'hui avec vous. J'espère que certains chiffres et certains faits ont pu éclairer nos auditeurs. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour déjà l'avant-dernière de l'année. Et oui, ça passe très vite. Toujours sur RCN 90.7 à 13h le vendredi dans Dialectique. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org